Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Prendront la parole dans l'ordre où donc la ministre de la Santé, ministre responsable des services sociaux, des aînés, Sonia Bélanger. Ensuite, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la députée Shirley Dorismont. Ce sera suivi d'une période de questions. Vous pouvez commencer. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Merci aux collègues du ministère de la Santé et des Services sociaux et à mes collègues députés et ministres de la Justice d'être avec moi aujourd'hui. C'est une journée importante. Alors, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour l'annonce du dépôt du projet de loi visant principalement à mieux accompagner les personnes dont l'état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d'autrui. Avant de poursuivre, je voudrais mentionner que ce projet de loi, c'est un projet de loi qui est clinique, mais qui est aussi juridique. Il y a plusieurs personnes qui y ont collaboré. Et je veux aussi, d'entrée de jeu, faire une mise en garde en ce qui concerne des situations dont on a beaucoup entendu parler dans l'espace public ces dernières semaines. Les enjeux en matière de santé mentale sont complexes et nous devons être vigilants afin de ne pas faire d'amalgame ou tirer des conclusions prématurées. Derrière chaque histoire, il y a des personnes et des familles qui lancent un appel à l'aide. Je tiens à remercier les équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère de la Justice qui ont réfléchi à la façon de moderniser une loi qui datait de plus de 25 ans pour assurer une meilleure prise en charge de personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. C'est un exercice qui faisait appel à une grande sensibilité afin de trouver un équilibre entre la protection de ces personnes et celle d'autrui et le respect des droits fondamentaux. Je veux aussi remercier l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice que nous avions mandaté pour analyser avec une grande rigueur et en toute indépendance les enjeux et les pistes d'amélioration. Leur rapport final a été déposé en décembre dernier et naturellement, j'ai pris beaucoup de temps pour examiner attentivement l'ensemble du rapport ainsi que les recommandations. J'en profite aussi pour saluer les équipes du réseau de la santé et des services sociaux, les intervenants de première ligne, les équipes soignantes, les services de police, le milieu communautaire, les proches aidants et les familles, ainsi que tous les experts et expertes qui ont partagé avec nous leurs précieuses expériences issues de leur réalité. Leurs contributions ont nourri ce projet de loi afin qu'il soit bien aligné sur les besoins des personnes en situation de vulnérabilité, en préconisant une approche préventive et bienveillante. Je tiens finalement à saluer le travail de l'ex-ministre des Services sociaux, M. Lionel Carman, qui a fait avancer ce dossier au cours de son mandat. Le projet de loi repose par ailleurs sur une mobilisation et une collaboration accrue des acteurs des milieux de la santé, des services sociaux, de la justice et de la sécurité publique. Nous voulons intervenir plus tôt afin d'éviter des crimes et des drames, réduire les mesures coercitives et lors d'une hospitalisation, mieux accompagner les personnes ainsi que leurs proches, afin d'éviter autant que possible le phénomène des portes tournantes. Le premier changement que nous proposons, c'est de donner aux intervenants la possibilité d'agir plus tôt, avant que la situation ne devienne irréparable. Nous introduisons le concept de compromission qui permet d'agir dès qu'on constate un risque de détérioration de l'état de la personne qui pourrait compromettre la sécurité de la personne ou celle des autres. C'est une approche plus préventive qui nous permettra d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard.
J'insiste sur le fait que c'est une modification cruciale et déterminante pour la suite de la trajectoire d'intervention. Pour mieux intervenir auprès des personnes en situation de détresse psychologique, le projet de loi propose ensuite de réviser et faciliter leur parcours de garde en établissement de santé et de services sociaux, que plusieurs jugent lourds et complexes, en simplifiant notamment plusieurs démarches. Par ailleurs, les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées ne seraient plus tenus de demander une autorisation judiciaire afin que la personne soit soumise à une évaluation psychiatrique. En vertu du projet de loi, on procéderait ensuite à l'unification de compétences en matière d'intégrité de la personne devant un même tribunal, une mesure que je laisserai à mon collègue vous expliquer. Autre changement important, l'introduction de directives psychiatriques anticipées. Alors, dorénavant, une personne majeure apte à consentir et présentant un trouble mental susceptible d'entraîner une inaptitude temporaire à consentir aux soins pourra exprimer à l'avance ses volontés pour des soins qui pourraient être requis par son état mental. C'est une avancée significative qui reconnaît pleinement l'autodétermination et les choix des personnes confrontées à des enjeux de santé mentale. Parmi les modifications apportées à la loi, on prévoit aussi de nouvelles obligations à l'égard des établissements de santé et de services sociaux, afin que les personnes soignées soient mieux accompagnées, qu'elles puissent quitter l'hôpital de manière sécuritaire et qu'elles comprennent bien leurs droits et leurs recours. L'objectif est d'uniformiser les bonnes pratiques et de prévenir les situations à risque. Enfin, un dernier élément sur lequel j'aimerais insister, c'est le déploiement d'un processus d'action concertée dans chaque région et la mise en place d'une entente cadre nationale entre les différents intervenants concernés par l'application de la loi, ce qui permettra d'éviter les ruptures de services entre les différents secteurs et facilitera la communication. Concrètement, on veut faciliter la collaboration, la coordination des actions et l'échange de renseignements entre les professionnels et intervenants de la santé et des services sociaux, les policiers, ainsi que les proches et les familles. Tout ça dans le but d'assurer la continuité des services et d'offrir un accompagnement mieux adapté aux personnes en situation de vulnérabilité. Je le disais d'entrée de jeu, les enjeux psychosociaux et de santé mentale sont complexes, sensibles et profondément humains. Nous devons donc demeurer attentifs, ouverts et prêts à faire évoluer nos outils et nos interventions et à les ajuster à la lumière des résultats de recherche et de l'expertise des professionnels qui accompagnent ces personnes et leurs proches. Le but est de bâtir un cadre durable, sécuritaire, juste et équilibré pour protéger adéquatement les personnes en situation de vulnérabilité ainsi que le public lorsque requis. Alors, nous le faisons avec conviction afin d'améliorer véritablement la vie des personnes et des familles qui en ont de besoin. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre de la Santé, Madame la députée de Marie-Victorin, Madame Landry, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé, Dr Mathieu Dufour, merci d'être présent. Le projet de loi que notre gouvernement dépose aujourd'hui est le fruit d'une réflexion menée ces dernières années sur la meilleure manière dont notre société peut concilier efficacement la protection des personnes en détresse psychologique et celle de la population. Tout comme ma collègue à la santé, j'aimerais remercier tous les intervenants, tant du milieu de la santé que du milieu de la justice, qui ont alimenté la réflexion et le débat autour de cet enjeu très sensible. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui dans ce projet de loi que nous déposons.
Les enjeux de santé mentale doivent être traités avec sérieux, compassion et humanité. Au cours des dernières années, des gestes irréparables ont été commis par des personnes souffrant de troubles mentaux. Ces drames ont chamboulé les Québécoises et les Québécois et nous ont amenés à questionner les limites de la loi P38. Le projet de loi que nous présentons aujourd'hui tient compte des subtilités nécessaires et propose une avancée majeure dans la manière de prendre soin des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale pouvant représenter un danger pour elles-mêmes ou autrui. Selon des experts, le nombre de verdicts de non-responsabilité criminelle est plus élevé au Québec qu'ailleurs au Canada. Selon ces mêmes experts, si une intervention et des soins avaient pu être imposés et réalisés avant que la personne souffrant d'un trouble mental ne soit en crise, certaines infractions auraient pu être évitées. Malheureusement, la loi actuelle au Québec ne le permet pas, contrairement à d'autres États fédérés au Canada. En effet, la loi P38 ne permet une intervention que si le danger pour la sécurité de la personne ou celle d'autrui est grave et immédiat. Le projet de loi propose de modifier ce critère en intégrant un risque de compromission pour permettre une intervention en amont, soit avant que la personne ne soit en crise, qu'elle manifeste de la violence et que finalement elle représente un danger immédiat pour elle-même ou pour la population. La famille ou les proches sont souvent ceux qui constatent un changement dans l'état mental de la personne et les signes précurseurs d'une crise. Malheureusement, ils se retrouvent trop souvent laissés à eux-mêmes. Pensons aux parents qui remarquent un changement de comportement chez leur fils ou leur fille qui souffrent de bipolarité, par exemple, et qui, lorsqu'ils demandent de l'aide aux psychiatres ou des autorités, se font répondre « Désolé, on ne peut rien faire à ce stade-ci. Le comportement de votre enfant ne met personne en danger dans l'immédiat et légalement. Nous ne pouvons le garder pour lui prodiguer des soins. » Ce n'est pas normal que l'on doive attendre que le pire soit sur le point d'arriver pour intervenir. C'est précisément ce que nous voulons corriger. Le projet de loi que nous proposons vise justement à mieux accompagner les personnes souffrant de troubles mentaux, faciliter les interventions auprès d'elles et ultimement tenter d'éviter que des drames ne surviennent. Si nous avons appris quelque chose au cours des dernières années, c'est que le partage d'informations est crucial. Et dans le processus actuel, il n'est pas optimal. Nous attaquons donc aussi à ce problème avec le projet de loi. Nous assurons que tous les intervenants impliqués, les intervenants de première ligne, les policiers, le personnel soignant et les acteurs du milieu de la justice puissent mieux communiquer entre eux. La personne qui souffre d'un trouble mental a des besoins spécifiques, une réalité bien à elle et ne répond pas nécessairement de la même façon qu'une autre à une intervention. Tout ça doit être documenté et connu par toute la chaîne d'intervention. Ce qui va permettre une réponse cohérente auprès de la personne qui a besoin d'aide et surtout, on évite les ruptures de services qui peuvent gravement fragiliser leur état. Nous savons qu'intervenir en amont, avant que le danger ne se matérialise, peut véritablement changer une vie. Et si c'est vrai pourtant pour la personne qui souffre d'un trouble mental que pour son entourage qui ne devrait pas vivre dans la peur qu'un malheur ne survienne. Un autre aspect important dont ma collègue parlait plus tôt et sur lequel je souhaite revenir est le souhait de rendre les démarches judiciaires simples. Un meilleur accompagnement des personnes souffrant de troubles mentaux passe nécessairement par un parcours judiciaire adapté à leurs besoins, ce qui n'était pas le cas en ce moment. Je vous donne un exemple. Actuellement, les demandes en matière de garde relèvent de la compétence de la Cour du Québec et l'autorisation judiciaire de soins de la Cour supérieure. C'est loin d'être l'idéal, nous en convenons tous. Cela ne facilite pas la tâche quand vient le temps de prendre des décisions rapides, à la fois dans l'intérêt de la personne pour son bien-être ou pour celui d'autrui. Désormais, avec le projet de loi, les recours en cette matière seront entendus devant le même tribunal administratif, ce qui permettra un traitement spécialisé, rapide et plus cohérent à la division de l'intégrité de la personne au tribunal administratif du Québec. Plus précisément, ce qui changerait, c'est que les demandes de garde en établissement et les demandes d'autorisation de soins seraient instruites auprès d'un seul et même décideur au sein d'une section spécialisée du tribunal administratif du Québec. L'avantage du tribunal administratif est la spécialisation des membres qui entendent déjà des causes en santé mentale à la Commission d'examen des troubles mentaux, la CETM. De plus, les audiences du tribunal administratif du Québec peuvent facilement être tenues en visioconférence, ce qui évite un transport vers le tribunal. Et pour assurer que les personnes soient adéquatement accompagnées, nous garantissons l'accès gratuit à l'aide juridique pour toutes les personnes visées par une demande d'autorisation de soins ou de garde en établissement. Nous mettons ainsi fin à la fragmentation actuelle des services qui nuit autant à la personne concernée qu'à la société. Ces améliorations, en plus de tous les points cités par ma collègue de la Santé, nous permettront de sortir d'une posture de réaction et de tendre vers une vision préventive. Pour finir, je tiens à remercier ma collègue qui a travaillé ardemment dans les derniers mois pour faire aboutir ce projet de loi. Projet de loi qui représente sans contredit une avancée pour le Québec. Vous me permettrez également de remercier la collègue de Marie-Victorin qui a contribué grandement à ce projet de loi, ainsi que le député de Taillon. Les enjeux de santé mentale sont souvent méconnus et mécompris.
si bien que les gens sont souvent craintifs et inquiets lorsqu'il en est question, et les personnes souffrant de troubles de santé mentale s'en retrouvent malheureusement stigmatisées. Soyez assurés que ce sont des enjeux que le gouvernement prend très au sérieux. Le projet de loi permettra assurément de mieux intervenir auprès des personnes qui souffrent d'un trouble de santé mentale, de mieux prévenir les risques que des gestes dangereux soient posés et, nous l'espérons, ultimement, rassurer leurs familles et la population. Alors, je vais céder la parole à la députée de Marie-Victorin. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et salutations à mes deux collègues et à Mme Landry et M. Dufour, Dr Dufour, excusez. Donc, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est un projet tellement attendu auprès des partenaires et surtout sur le terrain. Et la concertation entre les différents intervenants des milieux de santé, de la sécurité publique et de la justice, parce que la réalité, c'est qu'aucun secteur ne peut vraiment agir seul face à des situations complexes sur les enjeux en santé mentale. Ni le réseau de la santé, ni les services sociaux, ni le milieu communautaire, ni le corps policier peut agir seul afin de répondre adéquatement à toutes les situations qu'on connaît. Ce projet de loi prévoit notamment un processus d'action concerté qui s'inspire des modèles existants et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux se parler, mieux se comprendre et mieux agir ensemble. Ça veut dire d'agir en amont. Ça veut dire agir de façon préventive. Donc, les intervenants auront des mécanismes clairs, structurants, qui vont coordonner leurs actions, partager l'information et intervenir au bon moment auprès de la bonne personne. Ça veut dire aussi éviter les ruptures de service. On met la personne au cœur de nos interventions avec un accompagnement cohérent, continu et surtout humain. Ce modèle de collaboration améliorera la prise en charge, la prévention des crises, réduire les méfaits, les situations d'urgence et d'assurer une meilleure continuité de soins et de services de façon sécuritaire et de soins de qualité. Nous donnons aux intervenants des leviers pour intervenir de manière plus rapide, plus efficace. Lorsque c'est nécessaire, on se donne les moyens aussi de mieux soigner les personnes vulnérables et marginalisées et on assure la sécurité et celle d'autrui. Je tiens aussi à souligner le travail remarquable des partenaires sur le terrain, de tous les professionnels de la santé qui appliquent déjà à cette concertation au quotidien, mais ce projet de loi, il vient reconnaître ces pratiques, les améliorations qui ont été demandées depuis plusieurs années et leur donne un cadre plus structuré et durable. Donc, je suis vraiment fière d'être ici aujourd'hui pour vous annoncer ce projet de loi. Merci.